Oui. Ouais. Ah. Tu pourras faire des petites photos quand on est en train de parler. On est déjà en direct. Bonjour, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission spécialisée et qui traitera du sujet du personal branding. L'émission va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, ce sera un temps de décryptage du thème du jour. Donc aujourd'hui, on verra le thème du personal branding, étant donné que c'est notre première émission, notre premier épisode. Ensuite, on fera un jeu de ping-pong entre Émile et moi. Et enfin, on recevra une personne dont on fera une interview, Laura Lange, qui est philosophe et conférencière en entreprise. Je me présente rapidement, je m'appelle Olivier Giry, je suis cofondateur et agent personal branding de l'agence Keyschool. Mes principales missions, c'est de travailler sur la stratégie des personnes, des clients et des prospects et bien évidemment sur toute la partie commerciale. Bonjour, je m'appelle Émile. Alors moi je suis aussi fondateur et associé de l'agence Keyschool et évidemment agent en personal branding. Moi j'ai en charge la dimension visuelle et la partie beaucoup plus artistique qu'Olivier qui a la partie commerciale. Donc pour présenter rapidement l'agence, nous sommes spécialisés en personal branding. Le personal branding c'est quoi? C'est l'image de marque professionnelle d'un individu. Donc on peut ramener ça au marketing de soi, au marketing d'une personne, c'est le business du jeu. Donc Olivier, tu as présenté un TEDx à Annecy au mois de mars de cette année. Tu es arrivé sur scène, tu as clamé haut et fort que l'homme était un produit comme un autre. Tu nous expliques, tu nous en dis un peu plus? Bien sûr. Je suis arrivé sur scène en fait en disant la phrase très simple, l'homme est un produit comme un autre. Je l'ai dit pour susciter l'intérêt bien évidemment, mais surtout parce que aujourd'hui un homme ou une femme doit être consciente qu'elle se vend en permanence ou qu'on est en train de l'acheter. Je m'explique. Quand on dit on se vend, c'est qu'en réalité on est en permanence en train de proposer quelque chose, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. À titre personnel, dans notre quotidien, on négocie pour acheter un produit, pour acheter je sais pas, un savon, un t-shirt, peu importe. Et à titre professionnel, on est en train de se vendre en permanence tous les jours pour savoir si on va plutôt prendre l'orientation d'un de nos collaborateurs, de négocier son salaire, de négocier ses congés payés, de négocier qui fera quelle tâche, etc. Donc on est dans une permanence de la vente de soi-même, de ses opinions, de ce que l'on fait. Après, on est aussi bien évidemment en permanence en train d'acheter puisque les autres sont également des produits, donc d'acheter leur vision, leur méthode, etc. D'un point de vue commercial, quand on se vend, on parle beaucoup du pitch. Donc le pitch commercial, ça veut dire savoir se présenter dans un temps très restreint qui est de l'équivalent d'1 minute. Le pitch, on parle beaucoup d'elevator pitch, c'est-à-dire le temps qu'il vous faut pour convaincre une personne, c'est le temps de monter dans un ascenseur.
ça va être une façon de se présenter. Pour ma part, je dis souvent bonjour, je m'appelle Olivier Giry, je suis entrepreneur et sportif. Entrepreneur parce que j'ai créé 2 sociétés dont l'agence Kiss Cool, et sportif parce que je fais du sport régulièrement. Ça répond à ta question? Ça répond très bien à ma question. Je vais rebondir là-dessus d'un point de vue visuel. C'est d'un point de vue visuel, en fait, à chaque fois qu'on va apparaître, soit en personne, soit qu'on va publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a toujours une image qu'on va associer à nous, une ou plusieurs. Donc il y a bien évidemment notre image de profil qui va être la première chose que les personnes voient. Sur un CV, on regarde très vite la photo qui est toujours placée en haut à gauche. De la même façon, sur un profil LinkedIn ou sur un profil de n'importe quel réseau social, on a cette image. C'est essentiel que cette image nous représente, qu'elle soit cohérente avec notre business et notre personnalité. Ensuite, il y a toutes les images qu'on va publier. Et dans ce cadre-là, ce qui est important dans la conception de son personal branding, c'est d'avoir une cohérence dans les différentes images, d'avoir bien posé les bases pour communiquer avec les mêmes couleurs et la même typographie. C'est essentiel. Il faut vraiment se voir comme une entreprise. Une entreprise, elle a des codes qu'on appelle les codes corporate, les codes de la marque. Et ces codes reviennent à tous les niveaux de la communication. Et donc, c'est essentiel pour une personne d'essayer d'avoir le même type de photographie, des couleurs qui reviennent assez souvent et des typographies. Justement, à propos des couleurs, une question qui revient souvent dans notre business, c'est de savoir est-ce que n'importe qui peut avoir un logo, peut avoir ses propres couleurs, peut avoir sa typographie, tout ce qui touche à l'essence même de l'identité d'une personne. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est similaire? Quel est l'avis du graphiste? Alors, tout est possible. Ce qu'il faut évidemment, c'est que ça serve la stratégie de la personne. Après, on peut aller plus ou moins loin dans la création d'une identité visuelle pour une personne. Pour quelqu'un qui est salarié, qui n'a pas vocation à ouvrir sa société, ça peut vraiment se limiter voilà, la personne va créer son site internet, va avoir une typo qui va être sur son site internet, qui va écrire son nom et donc ça lui créera un logo sans qu'il y ait besoin de passer par quelque chose d'illustré ou quelque chose de démentiel. Il aura bien évidemment ses couleurs qui pourront être plus ou moins sobres. Après, on peut aller beaucoup plus loin pour quelqu'un qui va être un artiste, qui va être dans la musique, où là, il y aura besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus édulcoré. Et ensuite, pour un indépendant, là, il faudra travailler une image beaucoup plus proche de celle d'une entreprise, avec un logo, un pictogramme identitaire, une gamme de couleurs qui est quand même en lien ou complètement décalée, mais par rapport à son business. À voir comment on joue et voilà, quelle est la volonté stratégique derrière. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout est possible. Après, ce qui est important quand même, il y a quand même des fondamentaux. Si on est une personne qu'on fait son site internet, on doit vraiment donner de l'importance à la typographie, aux couleurs et voilà, le logo dans un second temps si on veut aller plus loin. Ok. Et aujourd'hui, si on part du côté visuel, tout à l'heure tu parlais des images, qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a qu'une seule chose à faire, par exemple sur Internet, pour maîtriser parfaitement son image? Alors la première chose à faire, c'est avoir une bonne photo de profil. Donc ça typiquement, c'est un sujet toujours assez compliqué parce que souvent on n'est pas forcément plus content d'une photo qu'on aura fait en studio et voilà, qu'on aura payé une petite centaine d'euros que d'une photo qui va être prise par un ami et qui va en fait finalement refléter beaucoup mieux la personnalité parce qu'on sera plus à l'aise. Donc c'est important, je pense au départ, d'essayer un peu, de demander 2-3 avis, mais sans non plus que les gens s'étalent. Et ensuite, moi, ce que je trouve hyper important et qu'on peut faire de façon assez simple, c'est que cette photo, une fois qu'on l'a sélectionnée, ce soit la même sur tous les réseaux sociaux, en tout cas professionnels, pour que les gens en fait nous retrouvent sous la même image et que comme ça en fait, un peu comme un pitch commercial où on va donner des mots-clés pour marquer les gens, la photo va devoir être la même pour que les gens se souviennent de nous et nous associent à un certain style de photo finalement.
Ok. Alors sur mon côté, sur la partie plus stratégique et commerciale, comme vient de le dire Émile, le fait d'avoir toujours la même image sur tous les réseaux sociaux, donc le plus important des réseaux sociaux aujourd'hui d'un point de vue purement business, c'est LinkedIn. Il faut que quand on cherche une personne sur Google, en sachant que 95% des recherches aujourd'hui qui sont effectuées sur Internet sont réalisées par Google, donc qu'est-ce qu'on trouve quand on tape votre prénom et votre nom aujourd'hui sur Google? C'est un exercice qui est hyper important à faire. Et là, qu'est-ce qui ressort? Émile parle de la photo de profil. Moi, de mon côté, je vais parler de la façon de se présenter. Savoir se présenter, c'est deux points de vue. Le premier à l'oral et le deuxième à l'écrit. Alors là, on va parler à l'écrit. Quel est le titre de poste que vous allez mettre? Comment est-ce que vous allez décrire l'émission? Tout ça, en fait, ça va être hyper important pour que les personnes soient capables, de façon bête et méchante, de vous mettre dans des cases. Les gens ont besoin en fait d'identifier qui vous êtes et de trouver de la cohérence entre une photo de profil très stricte qui va peut-être correspondre à un métier de type expert comptable où on va être dans la rigueur, quoique on peut peut-être s'affranchir aussi de ces codes. Mais il faut que ce soit cohérent entre la façon dont la société présente votre business si vous êtes un salarié ou la façon dont vous-même, si vous êtes indépendant ou une jeune start-up ou une start-up accomplie, de savoir comment est-ce que vous allez vous présenter et surtout quelle est la tonalité que vous allez avoir. De la même façon, se présenter à l'oral, c'est maîtriser en effet son pitch commercial, c'est savoir aussi poser des questions à la fois fermées et à la fois ouvertes pour en permanence être dans un échange et puis de savoir en fait qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre à la personne qui est en face de vous ou savoir si vous n'avez rien à vendre et savoir comment est-ce que vous allez pouvoir échanger sur les connaissances que vous avez l'un et l'autre. D'un point de vue, alors le personal branding, évidemment, ça ne cible pas que les indépendants, les chefs d'entreprise ou même les personnalités publiques. On a aussi, quand on est salarié, c'est indispensable de se projeter et finalement le personal branding va vraiment être au service de vos ambitions. En tant qu'ancien recruteur, Olivier, c'est quoi les choses que tu regardes en premier dans un CV, dans le CV d'une personne, quel que soit le domaine d'expertise ou la mission recherchée? Ok. La toute première chose, de façon assez simple, c'est que je regarde la forme. Bien évidemment, on va regarder le fond et la forme. Mais la forme, en fait, quand un recruteur, il faut partir du principe qu'un recruteur passe quelques secondes sur un CV et il doit aller très vite. Il va vite parce qu'il a 10, 50, 100 CV à lire. Et s'il a une pile de 100 CV, alors qu'elle soit imprimée ou que ce soit en effet sur Internet, que ce soit des profils LinkedIn ou un CV papier, on va passer autant de temps au final à simplement se dire est-ce que je vais plus loin sur la lecture de ce CV? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir sur la forme? C'est dans un premier temps, on veut voir les expériences des personnes, mais on veut savoir aussi où ils vivent, parce que si on a une mission de 3 mois qui commence lundi prochain et que c'est sous quelques jours, une personne qui vit, je sais pas, déjà à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Lille, ce sera beaucoup plus facile de recruter directement sur place. Après, quand c'est sur des CDI ou des missions de 18 mois, et que c'est des personnes qui sont très spécialisées, alors en effet, là, on va peut-être se détendre sur cette partie. Mais en général, on regarde beaucoup d'où viennent les gens, combien d'années d'expérience ils ont. On regarde bien évidemment la photo, c'est important parce que ça donne aussi des informations, des indications. Et après, sur la partie plus fond, plus le CV est structuré, plus ça facilite la lecture des recruteurs. Donc il y a vraiment le côté... Le CV n'est pas là pour faire quelque chose de waouh, il n'est pas là pour donner des formes. Alors bien évidemment, quand on est graphiste et qu'on cherche à faire de l'originalité, c'est pas tout à fait déconnant. Mais aujourd'hui, LinkedIn n'a pas fait le parti pris de te laisser le choix de la forme. Donc c'est parce qu'on veut vraiment en fait que les informations soient dans un ordre très précis, c'est-à-dire une photo à gauche, le nom et le prénom, le titre et la fonction de la personne, une présentation globale de ce qu'on fait et ensuite toutes les expériences professionnelles, les expériences perso et le réseau qu'on va avoir en contact. Donc c'est vraiment la forme qui soulage en fait toute la lecture et plus en fait on va avoir des informations, des mots-clés, des avis positifs, plus
on va faciliter la lecture du recruteur, du dirigeant d'entreprise ou d'une personne qui recherche tout simplement une autre. Émile, d'un point de vue plus côté digital, on a parlé rapidement de LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui sur Internet? Alors LinkedIn, c'est vraiment la première chose à faire. Après, ce qu'on peut faire très facilement aujourd'hui, c'est un site internet. C'est de moins en moins compliqué. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un site internet personnel, c'est vraiment le portail digital un portail vers tout l'écosystème digital de la personne. Et finalement, ce site internet va vraiment faire office de référence. Et c'est pour ça que c'est important en tant que personne, quelle que soit son ambition, d'avoir un site internet, même s'il est très minimaliste, mais qui au moins renvoie vers les différents réseaux sociaux. Donc, alors, par exemple, pour un graphiste, c'est simple, on va avoir une description assez courte, un portfolio ou non, mais c'est même pas obligé d'avoir son portfolio dans son site internet. Moi, ce que je préconise souvent, c'est d'avoir une page très simple qui renvoie vers un profil Behance où il y a l'essentiel du portfolio, peut-être le profil Pinterest pour voir les différentes inspirations de la personne, et évidemment un lien vers le profil LinkedIn pour avoir les références et le curriculum vitae, quoi, tout simplement. Après, pour n'importe quelle personne, c'est vraiment utile d'avoir son site internet. Il y a énormément d'outils qui existent. Nous, par exemple, à l'agence, on utilise beaucoup Squarespace, qui est un CMS en ligne qui est beaucoup plus simple d'utilisation que WordPress et qui ne nécessite aucune compétence technique, qui est beaucoup plus user-friendly que WordPress. Et donc, il y a un abonnement annuel pour l'hébergement des données, etc. C'est hyper simple de se faire un site. Le plus compliqué, c'est toujours pareil, c'est le contenu. Donc, le contenu commercial, discours commercial de ton côté, discours visuel du mien, quoi. Ok. Alors pour conclure cette partie plus échange entre nous deux, le côté ping-pong. En fait, on a tous forcément un petit problème d'ego, c'est savoir comment on se présente, savoir comment on se met en avant, parce qu'on a toujours peur de comment est-ce que les personnes nous perçoivent. Pour un point très simple, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas préparées. Elles ne sont pas préparées parce qu'elles n'ont jamais réfléchi à comment est-ce qu'on présente son passé, donc ses expériences, comment est-ce qu'on présente ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc comment on se vend, et pire encore, elles ne se projettent pas, elles ne savent pas où elles vont. On va en parler dans quelques instants avec Laura Lange, qui est notre invitée aujourd'hui. Tout ça pour dire que le personal branding a un objectif très simple, c'est aider les personnes à se présenter, à donner de la cohérence entre l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, l'image qu'elles veulent être perçues à l'extérieur, et Émile, graphiste, et Olivier, plus sur la partie commerciale. On met en boîte tout ça, on développe des sites internet, on met en place des discours commerciaux, de l'identité visuelle, donc logo, charte graphique, images retouchées, personnalisées, des photos, de la vidéo, du Facebook Live comme maintenant. Voilà, donc je vais laisser ma place à Laura Lange, philosophe en organisation, philosophe et conférencière en organisation et en entreprise, pour la partie interview, et qui va nous parler du sujet de l'ambition. Et ensuite, Olivier la questionnera sur le personal branding, sur sa vision et son approche philosophique de ce thème. Super, merci. Merci. Je le mets où? Tu veux, tant qu'on l'entend. Ouais, voilà, très bien. Bonjour. Merci Olivier pour l'invitation. Super, merci à toi de détraîner cette première vidéo en direct sur Facebook. Laura, lyonnaise, 30 ans, philosophe et conférencière en entreprise. Tu nous en dis un petit peu plus sur toi à titre pro et à titre perso. Sur mon personal branding. C'est ça. Donc je suis conférencière en entreprise. Je suis toujours en doctorat également, donc j'ai encore un pied
en université et depuis 3 ans où j'ai créé mon entreprise sortie de la faculté avec 2 anciens associés qui eux continuent pour promouvoir un petit peu la philosophie dans l'environnement professionnel, constatant qu'après les bancs de la fac ou même les bancs tout simplement de l'école, on n'avait plus de philosophie alors que la philosophie pouvait être un atout majeur sur les bancs de la vie professionnelle qui est d'ailleurs bien plus longue que la vie scolaire. Donc c'était un peu le but et puis j'ai commencé par des conférences et aujourd'hui je fais des conférences sur des thèmes très variés et on a été d'ailleurs amenés à travailler ensemble puisque c'est vous qui justement vous occupez aussi de mon image et de mon site internet, donc je vous en remercie d'ailleurs. Voilà. Parfait. À titre perso, quelques infos? Quelques infos, ça avance. Là, je suis vraiment dans l'écriture de mon doctorat. J'espère vraiment terminer pour être libérée un petit peu de cette entreprise, qui en est vraiment une pour le coup, pour pouvoir m'adonner plus librement à l'exercice que j'aime, à savoir les conférences, les vidéos, les chroniques, etc., et l'écriture. Donc, parfait. Voilà. Alors pour présenter un petit peu ce que fait Laura, on va dans un premier temps te demander simplement t'as préparé sur le sujet de l'ambition. Comme on disait tout à l'heure avec Émile, le personal branding, c'est beaucoup aussi se projeter, c'est se mettre en avant, c'est savoir se présenter aujourd'hui et pour plus tard. Tout ça résumé sous un très beau mot qui est l'ambition. Donc avec ta méthode, ta façon d'animer les conférences, on te laisse la parole pendant quelques ce sera minutes. court, ce sera très très court. Non mais c'est vrai que quand on s'était vu, on s'était dit pourquoi pas réfléchir un peu à cette thématique et vu que le personal branding c'est un projet qui est ambitieux, si tout un chacun décide demain de se mettre sur la toile et d'avoir une image, c'est un projet qui est quand même ambitieux et du coup sur le thème de l'ambition d'une manière générale, on nous invite aujourd'hui à être ambitieux. Et ambitieux parce que déjà c'est à l'air du temps, qui n'est pas ambitieux aurait tendance justement à rester isolé. C'est à l'air du temps et parce que finalement l'ambitieux c'est celui qui ne manque pas d'air. Et on est dans une société où tout est dans l'hyper-modernité, l'hyper-consommation, du plus, de l'avantage pour en tirer avantage. On essaye vraiment d'être dans ça. Et donc on est vraiment dans cet environnement-là très important. Et notre cher président actuel, Macron en l'occurrence, et j'ai retenu cette phrase lors d'un déplacement à Las Vegas quand il était ministre de l'économie. Il invitait justement sur l'économie du net, qui vous concerne, une économie de superstars, à inviter les jeunes à ambitionner de devenir milliardaires. C'est-à-dire d'avoir une carotte qui soit tellement grande qu'on va cheminer vers ça. Et là, c'est intéressant parce que je trouve que ça met le doigt sur qu'est-ce que c'est que l'ambition. En fait. Est-ce que l'ambition, c'est quelqu'un qui, dans une soirée, vous dit « moi, je rêve de cette vie-là ». Est-ce que l'ambition doit être très loin, doit être apportée? Est-ce que quelqu'un qui a l'ambition de commencer par une petite structure n'est pas ambitieux? Ça pose vraiment cette question. Et donc, dans le personal branding, c'est l'image que je vais montrer. Est-ce qu'elle doit être très, très ambitieuse ou pas trop? Comment on se gradue? Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est ce balancement qu'il y a entre l'ambition, le souhait et la volonté. Vous pouvez avoir une ambition qui est plus de l'ordre du souhait. Je me rêve milliardaire, j'aimerais une image de moi qui ne dit pas vraiment de mes capacités, mais qui me vend plus limite sur Internet, au risque d'être décevant, parce que quand vous vous retrouvez face à des gens, si l'image elle est en décalage avec ce que vous êtes, ça ne va pas le faire. Ou alors de cheminer vers ce qu'on pourrait dire un souhait sage. L'ambition, c'est quelque chose qui me sort de moi, donc qui va plus loin de la situation dans laquelle je suis, mais qui se gradue quand même, qui est plutôt de l'ordre du raisonnable et qui va plutôt être de l'ordre de la volonté. Donc essayer de voir notre ambition, si elle est plutôt de l'ordre du souhait ou plutôt du l'ordre de la volonté, essayer de se poser cette question. Alors pour trouver peut-être quelques petits éléments de réponse qu'on pourrait se donner, moi j'aime bien utiliser les figures, tu le sais, les images, et il y a une ambitieuse. Il y a une figure, quelqu'un qui est très ambitieux, j'ai pas mal travaillé sur les fables, et il y a un personnage qui est très ambitieux, et je trouve que ça fait une connotation et un parallèle avec le milieu de l'entreprise, où il y a des lièvres un peu partout, et bien c'est la tortue. La tortue, c'est quelqu'un qui nous montre que son ambition, qui est dans la lenteur, la persévérance, va amener à payer face à des lièvres qui sont déjà en réussite installés. Et quand on se lance dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, on se sent tortue. Et très souvent, on se dit, je suis tout petit. Et alors, peut-être qu'on peut distinguer en jouant un petit peu sur les mots. Je pense qu'un ambitieux, c'est d'abord quelqu'un qui cherche à soulever un lièvre. Et soulever un lièvre, ça veut dire soulever une difficulté, une problématique. Être ambitieux, celui qui va essayer de soulever quelque chose et se met un peu au défi. Donc il y a déjà ce premier aspect. En plus, si on en revient tout simplement à l'étymologie du mot en latin, l'ambition, ça vient de justement le mot briguer. Et quand vous cherchez, si on le traduit, briguer, quand vous briguez un emploi, mais vous faites acte de candidature. Donc ça doit être suivi d'un acte. Ça ne sert à rien de dire je rêve un emploi. C'est une ambition qui se traduit directement par une action. Deuxième chose qu'on peut soulever, c'est qu'un ambitieux, ce n'est pas quelqu'un qui court 10 lièvres à la fois.
rebondir encore un petit peu sur les mots, mais c'est pas quelqu'un qui justement essaierait d'aller tout azimut, une espèce d'ambition comme ça un peu perdue. Et Descartes donne dans le discours de la méthode une image que je trouve très intéressante et que j'utilise souvent, c'est l'image du promeneur égaré qu'on est un peu aujourd'hui, dans une société où on peut choisir plein de choses possibles. Même demain, on a une image sur Internet, au bout de 2, 3 mois, 6 mois, 10 mois, vous êtes obligé de toujours vous réviser. Et la difficulté, c'est d'aller un peu partout. Et lui, il invite à une forme de résolution, c'est-à-dire à essayer de trouver justement quelle est mon identité, si on revient sur le personal branding, pour essayer d'y apporter des changements, des modifications, mais de rester sur quelque chose qui va demeurer malgré les changements qui vont arriver, parce qu'il faut bien finalement être en lien avec la société qui est la nôtre. Et dernière dimension, je dirais que être ambitieux, c'est être libre d'esprit. C'est-à-dire accepter de se dire que c'est peut-être petit à petit, avec rigueur et avec vigueur, qu'on va arriver à quelque chose, à l'image de la tortue, qui y parvient en s'investissant, en acceptant d'être raillée, en acceptant d'être moquée, parce qu'elle a conscience de ses faiblesses, là où le lièvre n'en a pas conscience. Il a juste conscience de ses forces, et ça, c'est peut-être le risque en entreprise. Donc, si je terminais juste sur une petite formule, l'ambitieux, c'est peut-être celui qui ne cherche pas à courir 10 lièvres à la fois, mais c'est celui qui, pour soulever un lièvre, est lièvre d'esprit. Peut-être l'idée qu'on pourrait se donner. Parfait. Toujours les petits jeux de mots dans toutes les conférences de Laura. Donc, comme la vidéo elle est en direct, mais elle sera disponible aussi en replay, vous pourrez la réécouter de façon saccadée pour des fois tout. C'était ambitieux de me demander de parler de 5 minutes sur un sujet, tu le sais. Voilà. Non, mais c'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos qui permettent aussi de comprendre l'exercice qu'il y a derrière, parce que les mots ont tous des significations différentes. Et forcément, nous on l'appelle très souvent le contenu rédactionnel, quand on fait des contenus vidéo ou des contenus visuels, des infographies. Les mots ont toujours une importance, la façon dont on va les utiliser. Qu'est-ce que pour toi le personal branding ou alors le business du jeu, le marketing de soi, qu'est-ce que ça t'évoque d'un point de vue philosophique, en tant que philosophe? En tout cas, aujourd'hui, on est dans une société où on peut se dire qu'il faut savoir se vendre. Mm-hmm. Et peut-être davantage même qu'avant, même si on était un petit peu aussi, là aujourd'hui avec le numérique, disons que ça rend possible beaucoup plus facilement tout ça. Donc on est vraiment dans cette culture de savoir se vendre, se mettre en avant, de l'image. Et on est aussi dans la culture de l'entreprise. Et aujourd'hui, le personal branding, c'est un peu le produit, le bébé de la sphère dans laquelle on est. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, considérons qu'on est un poisson dans un bocal. Donc le personal branding, c'est quelque chose qui naît dans un environnement qui le dépasse. Et le néolibéralisme, si je prends vraiment la température culturelle, le néolibéralisme, c'est quand le libéralisme tourne dans le champ du capital et que tous les champs de la vie vont se transformer et vont être pensés à l'aune de l'entreprise ou du capital. On parle de capital famille, capital sexuel, capital, tout niveau. Et on doit capitaliser. Et aujourd'hui, l'homme, et ça c'est les travaux de Foucault qui amènent justement à travailler un petit peu sur ça, en disant que la modernité, le courant dans lequel on est aujourd'hui, et le néolibéralisme, c'est le champ de l'entreprise qui a gagné tous les champs de la vie jusqu'à l'homme. L'homme est devenu entrepreneur de lui-même. Et le personal branding, c'est une façon justement de se vendre et de se mettre en avant comme un produit, de raisonner comme une entreprise. Aujourd'hui, vous, moi, on cherche à fructifier comme un capital. On espère ne pas être dans 10 ans au même poste qu'on est aujourd'hui. On espère avoir des évolutions, on le souhaite aux gens qu'on aime. On cherche à capitaliser. Et en fait, on est pris dans ça. C'est pour ça qu'on est le poisson d'un bocal. Même que vous alliez à contre-courant en disant « moi, je ne cherche pas à capitaliser », finalement, vous capitalisez à contre-courant de ce qui est dans cette ambiance-là. Donc le personal branding, c'est complètement d'actualité. Et aujourd'hui, qu'on n'aille pas sur Internet, on est toujours dans le personal branding en fait. Aujourd'hui, le numérique, on a mis un nom, mais dans la vie déjà tous les jours, à l'époque quand Platon ou les différents philosophes avaient une image de marque par le ton de la voix, par l'attitude, par les habits. Les vêtements, c'était une façon aujourd'hui aussi de montrer qui on est quand on arrive dans un environnement et qu'on retienne quelque chose qu'on identifie les individus. Le poids était le poids était significatif pendant une période, de dire que les bons portants avaient de l'argent et étaient des notables. Ça fonctionne. On n'est plus dans cette. Aujourd'hui, il y a des critères qui ont plus justement. Il y aura plutôt peut-être une tendance au laisser aller, d'autres choses avec cette cruauté justement de l'image qui a gagné énormément de choses avec cette image
Alors après, là aujourd'hui, on assiste aussi à une image qu'on cherche. On est dans une image aussi très hygiénique. Il y a eu beaucoup de courants qui ont été travaillés sur ça. C'est que l'hygiénisation de l'image. Aujourd'hui, le corps ne doit pas avoir d'odeur, doit bien se tenir. Toute la sociologie du corps au XXIe siècle, au XXe siècle surtout, est absolument passionnante. Et on voit qu'on raisonne nous-mêmes comme une entreprise. On doit être élégant, propre. Voilà, aujourd'hui, tu montres justement combien la barbe peut aussi devenir entretenue, quelque chose qui permet de se vendre. Exactement. C'est vrai que pour la première fois de la Ve République, on a un Premier ministre qui a une barbe. Donc c'est vrai qu'il y a des évolutions qui se font, les mœurs changent. Je rebondis un petit peu sur le côté digital. Aujourd'hui, on a une présence sur Internet qui est très forte. Nous, on retrouve très, très souvent un gros problème, c'est que quand on cherche sur Google, il y a des gens qu'on ne trouve absolument pas. Et en fait, ça crée de la méfiance. Ce qui fait qu'on ne trouve pas, tu parlais d'hygiène de soi, les personnes quand elles vont, n'importe qui est dans une phase soit de recrutement et donc qui postule à des jobs, soit qui est face à un prospect, va aller à un rendez-vous à minima avec une chemise. Bon, aujourd'hui, on y va peut-être en basket, en jean, etc. Ouais. Mais en général, on met des chemises. Et c'est quelque chose qui est resté. Alors certes, on détend un petit peu l'atmosphère à plus être forcément avec des costards cravates, etc. Mais on fait toujours attention. Le seul truc, c'est que les personnes qui vont vous rencontrer vont vous chercher sur Internet. Toi, Laura, comment est-ce que tu gères le côté personal branding pro? Tu as l'air de le gérer plutôt bien, à faire des publications régulières, à maîtriser l'image. Où est-ce que tu mets finalement la limite pro-perso? Pro-perso. Oui, c'est vrai que dès qu'on. Il y a toute effectivement l'anxiété de se dire aussi que ce qu'on va publier va nous échapper. Donc il y a tout le contrôle de l'image. Quand on commence, vous changez votre photo sur Facebook, c'est vous qui l'avez fait. Voilà, après, quand vous allez commencer à faire d'autres choses ou des vidéos, ça peut vous échapper. Comme là, effectivement, on n'a pas de contrôle sur l'image qui est rendue immédiatement. Ce qui aurait pu d'ailleurs grandement m'agacer il y a un certain temps. Mais après, on s'accoutume à l'exercice. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, effectivement, ne pas être présent. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où la visibilité est garante d'activité. Donc si vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas actif. Si vous mettez sur Internet que vous faites des tas de week-ends, on va vous prêter une activité redoutable. Si vous mettez quelques photos avec votre conjoint, on va se dire que ça va super bien, que tout roule. Aujourd'hui, on accorde aussi du crédit à cette notion d'image. Alors après, la limite, c'est effectivement dans quelle mesure il y en a trop. Donc aucune image, c'est alarmant. Trop, ça pourrait être aussi inquiétant dans le sens où déjà on peut noyer un petit peu l'information et puis on ne sait plus quoi faire. Moi je sais que je suis un peu une boulimique de la visibilité, j'essaye de faire attention, mais j'ai toujours, déjà parce que ça me passionne, quand je tombe sur les infos, j'ai envie de les relayer. Tu es trop présente sur les réseaux, je pense aujourd'hui que je serais capable d'avoir un argumentaire qui est de dire que oui, je pense que c'est en corrélation avec mon image dans la vie et mon image professionnelle qui est que oui, je vais occuper l'espace et parler beaucoup parce que le silence ou l'absence c'est quelque chose qui va plutôt m'angoisser. Donc c'est en fidélité avec le personnage est en fidélité avec la personne que je suis. Donc du coup, je pense que ça peut pas ça pourrait me coûter, mais à la limite, les gens qui vont pas me solliciter, ce sont des gens qui ne vont pas être séduits par cette personnalité et donc par mon approche, en conférence notamment. Du coup, ça ne va pas me servir professionnellement immédiatement non plus. Mais c'est important de gagner en tempérance et puis on fait beaucoup d'erreurs aussi. Parfois on publie des choses et puis on se dit finalement je regrette cette image. On regarde et on se dit mais comment j'ai pu me mettre en avant sur la toile à ce moment-là. Il y a un vrai apprentissage en fait. Je trouve que l'exercice de la toile à la fois ça nous travaille parce que ça nous fait souci et c'est un vrai travail. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'apprendre à justement travailler son image sur la toile, en prendre conscience. Et ça nous permet en fait d'apprendre au fur et à mesure et pas d'être simplement, typiquement l'exemple qu'on est en train de faire aujourd'hui, plutôt que d'enregistrer la vidéo et ensuite de faire un montage, de prendre les séquences qui nous plaisent, etc. On se rendra bien compte en regardant le replay qu'il y a des tas de choses qui vont pas. C'est là que tu apprends si c'est bien d'avoir un verre entre les mains, si tu t'es bien tenu droite, si tu n'as pas parlé en regardant trop à côté. C'est un vrai exercice, mais c'est ça en plus. Exactement. C'est ça. Pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on se projette dans quelques années. On a une stat qui est à la fois, qui est hyper intéressante et qui pour moi soulève beaucoup de questions et j'aimerais avoir ta perception. En 2020, donc dans à peine 3 ans, 50% de la population active française, donc juste pour en aparté, la population active française, selon l'INSEE, c'est toutes les personnes de 15 à 65 ans qui peuvent travailler. 50% de cette population active, qui représente 30 millions de personnes en France, sur les 66 millions d'habitants, donc ces 30 millions auront moins de 30 ans.
quel changement est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avec une génération, donc on parle beaucoup de la génération Y, cette génération est née avec des téléphones, se soucie encore, je pense que c'est important de dire encore, se soucie encore peu de l'image qu'elle va avoir ou qu'elle a déjà dans un niveau professionnel. Quel impact ça peut avoir et quel changement le personal branding peut avoir dans les prochaines années pour cette génération qui va représenter plus de 50% de la population active? Alors déjà, je me dis que dans quelques années, je pense à l'âge que nous on aura à ce moment-là, ça m'angoisse tout de suite. Après, effectivement, c'est une société qui sera née avec ce rapport à l'image, qui sera où il y a moins de contrôle. Effectivement, il y a des gens qui ont 12 ans, 13 ans aujourd'hui qui mettent des choses sur la toile, or il y a des traces. Après, je pense aussi que le regard porté sur l'image sera aussi moins rude qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore vraiment très acerbe à regarder des choses. Je pense que plus on sera noyé dans une masse d'images, plus un employeur va regarder à 2 ans et puis va pas forcément aller regarder ce qu'il a pu se faire avant, ou aussi passer l'éponge parce que lui-même saura qu'il a pu se mouiller sur la toile et s'y brûler à des moments où je pense qu'il y aura aussi une clémence plus importante par rapport à l'image. Donc à la fois, on en usera plus, donc cette question d'usage qui sera partout, mais aussi peut-être une clémence par rapport à ce qu'on a pu y faire. Je pense aussi qu'il y aura probablement, et je le souhaite en tout cas, une éducation à l'image. Si demain, aujourd'hui, on voit effectivement qu'avec le net, on voit que la scolarité des jeunes enfants qui rentrent à l'école sont acclimatés, des choses que nous, on n'a pas reçues. Donc je pense que le travail de l'image, le personal branding, va peut-être même arriver à l'école. Même c'est la façon dont on parle de soi, par le biais du numérique, dont on s'exprime, par ce biais, se regarder en miroir. À la fois, c'est une opportunité, à la fois, c'est une menace. Je pense qu'on va devoir s'en saisir. Et je pense que si les générations à venir, moi je m'en inquiète pas parce que je pense qu'on apprend des erreurs et qu'on est aujourd'hui dans une époque un peu charnière où ça a été révolutionnaire. Mais en fait, ça ne va plus devenir révolutionnaire, ça va devenir culturel. Et la révolution, c'est quand justement il y a tout qui change, et culturel, c'est quand c'est là. Et là, je pense que le personal branding, c'est encore quelque chose peut-être un peu révolutionnaire, mais dans quelques années, il sera culturel, c'est-à-dire que ce sera presque logique. Donc les gens on va gagner en agilité en fait. Quelqu'un saura tout de suite quelle image il peut mettre, à quel moment, pour favoriser quoi, dans quel ordre. Et donc aussi, finalement, on étend notre champ de possible. Et puis c'est aussi une extension de soi, c'est-à-dire qu'on sort un peu de nous-mêmes. Et si on joue un peu sur les mots, dans une société où on cherche à réfléchir davantage, donc à renvoyer à l'autre, moi j'invite à réfléchir sur ça. Ok, super. En guise de conclusion, tu as dit dans les dernières phrases. Et la on y revient. On revient au début de l'émission. Tu as dit dans tes dernières phrases, c'est plus. Alors je reformule à ma façon. C'est pas une révolution technique que nous sommes en train de vivre, c'est une révolution culturelle. Le personal branding, en effet, c'est quelque chose qui a toujours existé. La mise en avant, elle existe depuis des années. On taillait les personnes se taillaient le portrait dans des pierres. Aujourd'hui, on fait des selfies. C'est juste une façon différente d'exploiter les solutions techniques qu'on a. Mais d'un point de vue culturel, on est juste dans une omniprésence permanente. Et quelque chose qui est beaucoup plus qui a plus d'impact. On peut être très vite médiatisé, très vite présent, mais également très vite zappé, très vite oublié. Voilà. Quoi ma gueule, c'est l'émission. Juste pour dire, sur ce que tu as dit, effectivement, c'est une révolution technologique et culturelle, mais en fait, l'un encourage l'autre et inversement, en fait, ce sont des choses qui se remplissent. C'est-à-dire que la technique naît aussi de besoins et s'il y a une technologie aujourd'hui, c'est que nous l'avons développée. Donc si on l'a développée, c'est que c'était culturel d'aller vers ça. Et en même temps, parce qu'elle est développée, elle va elle-même inviter à changer les choses. Donc en fait, ce sont des vases qui s'auto-remplissent. Donc ça qui est intéressant, c'est la circularité. On ne peut pas imputer une technologie d'exister, elle est aussi question d'usage. Et en même temps, si elle est mise en place, c'est par nos propres moyens. Donc tout ça doit se réfléchir et se penser. Voilà. Très bien. Merci pour la conclusion, Laura. Quoi ma gueule, l'émission qui traite du personal branding. Aujourd'hui, c'était le premier épisode, donc on a parlé de ce qu'était le personal branding. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Laura, bien évidemment, tu as une page. Oui, moi je vous invite, alors si vous aimez les fables, à télécharger, en tout cas acheter mon livre sur Kindle, donc je le mettrai en brochet bientôt sur les fables, comment se manager avec les fables de La Fontaine. Et sinon à me suivre sur la chaîne YouTube et à regarder si ça vous dit TLM et la Minute Philo sur TLM. Voilà. Merci Parfait. en tout cas pour l'invitation. Merci Laura, merci Émile qui est juste derrière la caméra. Merci surtout à vous de nous avoir suivis pendant l'émission. On reviendra pour un deuxième épisode, une deuxième émission qui aura lieu le mardi 20 juin à 13h20, exactement toujours de la même façon. Quoi ma gueule recevra Marion de Rouvroy qui est
portraitiste. Je répéterai pour la prochaine fois. Marion travaille pour la société Trafalgar, maison de portrait. On parlera plutôt du côté écriture. De la même façon, on fera un décryptage de ce qu'est un portrait. On fera un petit ping-pong avec Émile pour parler de cette partie-là. Et ensuite, de la même façon, une interview avec Marion. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.